Chers compatriotes camerounais, je vais vous entretenir aujourd'hui d'un sujet qui est malheureusement d'actualité, et il est toujours d'actualité toutes les fois qu'on conteste le régime de Yaoundé. Le sujet, c'est la mangeoire nationale et, et le tribalisme. Le lien entre la mangeoire nationale et le tribalisme. Qu'est-ce que c'est que la mangeoire nationale? La mangeoire nationale, c'est ce système de vol systématique des impôts qui sont versés dans les caisses de l'État et de toutes les ressources de l'État au profit de quelques individus et de quelques individus qui sont au pouvoir et qui contrôlent les forces armées et par conséquent imposent tout ce qu'ils veulent à tout le monde. Le tribalisme. Le tribalisme, contrairement à toutes les définitions qu'on veut amener aujourd'hui, tout comme le racisme. Le racisme, c'est la haine. Le fondement du racisme, c'est la haine des gens des autres races. Le tribalisme, c'est la haine des gens qui sont nés dans d'autres tribus que la sienne propre. Et soit dit donc en passant, on présente sa propre tribu comme une tribu élue de Dieu, une tribu qui est seulement vertueuse, qui n'a rien de mauvais, et par conséquent, il y a donc il s'ensuit donc des choses que mérite donc cette tribu élue. C'est cela le fondement de tout. Je vais revenir donc beaucoup plus en arrière, même avant la création du Cameroun. Avant la création du Cameroun, pour vous montrer la logique de la mangeoire qui a toujours animé les gens qui se placent qui dominent les autres, qui se placent dans des positions de pouvoir et qui utilisent cette mangeoire. Ça a toujours été et c'est cela qui continue. À l'époque, aux époques les plus sombres, c'est-à-dire au XVe siècle, le temps des barbares, le temps des gens non civilisés, au XVe siècle, quand certains barbares européens ont trouvé que pour se faire des richesses faciles, payer des impôts ne leur rapporterait pas beaucoup de choses. Donc, au moment où on avait découvert les Amériques, le continent américain, avec des sols très très riches, ils appelaient d'ailleurs cela le paradis terrestre. Avec et après avoir donc tué, massacré les tribus qui habitaient sur ce continent, et qu'ils appelaient les Indiens, ils avaient trouvé donc qu'il y a de quoi se faire énormément de richesses en cultivant le coton qui était demandé dans le marché à travers le monde, c'est-à-dire les vêtements étaient demandés sur les marchés à travers le monde, le tabac et une multitude de produits en les produisant moins cher sans payer des salaires aux États-Unis, ils seraient capables de vendre cela dans les marchés d'Europe et du monde entier. Mais pour cela, il leur fallait des gens qui pourraient travailler ces plantations sans leur payer aucun salaire. C'est ainsi qu'ils viennent en Afrique. En Afrique, le pays qui jouissait de la paix avec ses nations et ses États et ses royaumes qui, pendant longtemps, avaient toujours su comment vivre en paix. En effet, la vérité, c'est que les nations africaines, les royaumes africains étaient civilisés, savaient vivre ensemble, organisés en confédérations comme le Mali, les confédérations du Congo,
des royaumes allant même plus loin jusqu'à Couche, jusqu'à l'Égypte antique. Quand ces barbares viennent en Afrique, ils commencent le commerce des esclaves. Avec des tribus côtières, ils parviennent à s'entendre, à leur vendre des babioles, en leur donnant du rhum et des pagnes, et des mousquets, des fusils, les flattant qu'ils pourront être puissants et consorts. C'est ainsi qu'ils établissent dans le commerce des esclaves depuis le XVe siècle. Le commerce des esclaves, c'est que les tribus, ils font comme s'ils respectent les tribus côtières. Les tribus côtières considèrent toutes les autres tribus de l'intérieur du continent comme les lieux où ils iront toujours chasser et amener les esclaves pour les vendre aux Blancs. Ce commerce avait duré comme ça pendant 4 siècles, du 15e siècle jusqu'au début du 19e siècle, quand les missionnaires aux États-Unis parviennent à faire des pressions pour abolir l'esclavage. Quand l'esclavage est aboli, l'Angleterre accepte l'abolition de l'esclavage, surtout quand elle était déjà défaite aux États-Unis. Et puis envoie donc sa marine royale pour appliquer, exécuter l'abolition de l'esclavage sur nos côtes. C'est ainsi donc que la marine royale britannique s'installe dans l'île de Malabo, la Guinée équatoriale actuelle, qui se trouve à quelques 140 km de Douala, pour surveiller les côtes camerounaises, mais aussi nigérianes. C'est ainsi, donc, ils vont, pendant longtemps, ils vont essayer de signer les traités avec les tribus esclavagistes, pas toutes les tribus, mais plutôt les chefs esclavagistes, Douala, Bakweri, Boulou, tel que nous l'avait révélé Feu Angelbert Mvin, qui vendaient les esclaves, qui vendaient nos ancêtres pendant des siècles, 4 siècles. Pendant donc ils exerçaient cette autorité-là, la marine britannique saisissait certains bateaux, libérait des esclaves et les installait sur la côte du Cameroun actuel. Et en plus de cela, ils firent venir des missionnaires comme Alfred Sacker et consorts qui créèrent des missions qui éduquèrent nos populations sur les droits de l'homme en utilisant la Bible et qui créèrent les premières villes de la côte et surtout, ils créèrent des plantations. Donc les activités économiques se développaient donc sur les côtes, du littoral actuel du Cameroun. Et ces activités attiraient donc les travailleurs d'un peu partout, du Nigeria et du Cameroun, toute cette zone à l'époque où il n'y avait pas cette distinction de Nigeria et Cameroun. Donc les gens venaient s'installer là. C'est ceux-là que nous appelons aujourd'hui les anglophones. Les anglophones, ils sont là et ils parlent une langue, le pidgin, qui est un mélange de l'anglais, de l'espagnol qui était parlé dans l'île de Malabo pendant 4 siècles du moins, et des langues et de nos langues locales. Ce mélange-là, c'est ça qui fait la spécificité des anglophones. Donc, en ce moment, quand les Allemands avaient déjà fait régner la paix, avaient fait cesser, quand les Anglais avaient fait cesser le commerce des esclaves, vinrent dans les Allemands. Et souvenez-vous, je dois rappeler ici que les Anglais avaient refusé de coloniser parce que les rois côtiers leur proposaient même d'occuper les terres intérieures parce que les rois côtiers considéraient toutes les nations à l'intérieur du continent comme leur propre propriété. Ils leur proposaient donc même de les prendre là, sous mandat. Mais les Anglais avaient refusé. Mais par contre, vinrent les Allemands.
Les Allemands qui s'installèrent d'abord dans la côte et ils étaient attirés par les défenses d'éléphants, l'ivoire. C'était une grande richesse à l'époque. Ils signèrent donc des traités avec ces rois du littoral, les rois Douala en particulier, pour qu'ils fassent l'exploration de l'intérieur pour aller chercher l'ivoire et d'autres richesses. C'est ainsi donc, au lieu de chercher l'ivoire, notamment d'acheter l'ivoire auprès des nations de nos ancêtres, ils occupèrent plutôt ces nations. Ils occupèrent et dominèrent ces nations. Ils s'établirent comme si ces nations étaient leur propriété. C'est ça qu'on appelle colonisation. Les Allemands considéraient donc tout le monde, traitaient l'esclavage qui était interdit, ils traitaient nos ancêtres comme des esclaves, nos nations, ils les traitaient comme des esclaves. Ceux qui leur résistaient étaient tués. Ils avaient même des agents tellement dociles, des véritables nègres de l'intérieur, qui étaient plus méchants, plus barbares envers leur propre tribu, les chefs de leur propre tribu que les Allemands eux-mêmes. Ils étaient plus nazistes que les nazis. Je peux citer, pour ce qui me concerne, comme Betty, Charles Atanda Ntsama et son groupe des nazis. Donc, en ce moment, vient donc la défaite de l'Allemagne qui avait continué avec la même politique pour chercher à dominer tout le monde entier. La défaite de l'Allemagne dans la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne étant donc défaite, qu'est-ce qu'on crée dans les Nations Unies? D'abord la Société des Nations et puis on appelle les Nations Unies qui disent donc le temps est à l'indépendance comme les États-Unis ont été indépendants. Ils ont utilisé leur propre... ils se sont organisés pour se libérer des Anglais. Par conséquent, le temps est à l'indépendance. Mais ces tribus, ces nations, toutes ces nations qui ont été occupées par les Allemands, il faut qu'elles décident de créer leurs propres États, mais pour le moment, ils ne sont pas prêts pour gérer des États. Il faut qu'on leur donne des tuteurs. On prit donc la colonie allemande, on la sépara en deux. À l'ouest, on donna une partie à l'Angleterre, aux Britanniques qui aussi avaient colonisé le Nigeria, et une autre partie aux Français. Et c'est ainsi qu'il y a donc deux Cameroun, le Cameroun britannique et le Cameroun anglais, Cameroun étant le nom de la colonie allemande. Mais du côté francophone, nous connaissons l'histoire. Au lieu de donner l'indépendance véritable aux francophones, nous savons que les francophones, les Français, n'avaient jamais accepté de parti. Ils se mirent même à créer des partis politiques dirigés par un Français, comme notamment le parti de Louis-Paul Ojula, un médecin, qui devint d'ailleurs plus tard un grand politicien français. Mais il commença au Cameroun, il créait un parti qui demandait que le Cameroun reste un territoire français, ce qu'on appelle Dom-Tom, département et territoire français. Beaucoup de Camerounais étaient de ce parti-là, y compris l'un d'eux qui est dirigeant du Cameroun aujourd'hui, Paul Biya. Je me souviens de l'histoire, par exemple, de Martin Abegabelinga, qui était militant de ce parti-là, le parti de Louis-Paul Ojula, et qui, comme son oncle Charles Atanda, était tellement zélé pour défendre que le Cameroun ne soit pas indépendant, pour être contre l'indépendance, disait même que s'il rencontre Oumniobe, c'est-à-dire le leader des indépendantistes, les nationalistes qui cherchaient l'indépendance véritable, que s'il le rencontrait, il va le tuer de ses propres mains. C'est un peu pour vous montrer. Donc les Français, avec des créations de partis contre l'indépendance et consorts, ont massacré les nationalistes camerounais.
Ils ont tué un génocide en pays Bassa et en pays Bamileke. Et ils ont donc créé leur État à eux, à la tête duquel ils devaient mettre donc des gens qui allaient les servir. Bon, c'était comme ça dans la création de la République du Cameroun, un État bizarre qui est soumis à la France, du côté anglais. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais les Anglais déclarent soudainement que les habitants du British Cameroun ne sont pas prêts pour l'indépendance totale. Ils doivent choisir seulement entre se rallier au Nigeria ou se rallier au Cameroun. Mais il y a une raison pour cela. Depuis 1947, les Français avaient déjà découvert du pétrole dans le Rio del Rey, qui se trouve en territoire du Cameroun britannique, c'est-à-dire du Cameroun anglophone actuel. Certainement donc les Anglais qui, eux, voulaient en finir complètement, ne sont pas comme les Français, ils voulaient donner les indépendances, ils l'ont donné aux Nigérians et puis ils étaient partis complètement. Mais il y a quelque chose qui s'était passé entre eux. Au lieu de donner l'indépendance au Southern Cameroun, ils disent qu'ils ne sont pas prêts. Ils doivent seulement choisir de se rattacher soit au Nigeria, soit à la République du Cameroun francophone. La partie du Nord, le 11 février 1961, il y a eu un référendum. La partie du Nord du Cameroun britannique se rattacha au Nigeria. La partie du Sud, appelée Southern Cameroun, se rattacha au Cameroun francophone. C'est alors là que est créé le Cameroun actuel. Après le référendum, il y a eu une transition de 8 mois où la République du Cameroun avait cessé d'être comme État, même que Southern Cameroun avait cessé d'être comme un territoire autonome. Ils devaient donc formaliser l'union. Ils créèrent la Fédération du Cameroun, République fédérale du Cameroun. C'est là où on en est là. Mais la conception de la République du Cameroun était telle que on prend tout l'État, on confie ça à un individu, parce que les Français tenaient à contrôler quelqu'un, et cet individu c'est Amadou Ahidjo. Ils tiennent à contrôler un fantoche, quelqu'un qui est à leur service, de façon à continuer à exploiter le Cameroun sans être présent, à exploiter les richesses du Cameroun sans être présent. Ils le font à travers Amadou Ahidjo. C'est ainsi que toujours les Français, je le répète encore dans cette vidéo, nous savons, revenons sur les Français et pourquoi ils tenaient absolument à faire cela. La France, à la fin de la Seconde mondiale, le sous-sol français est infertile. Il n'y a rien dans le sous-sol. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas d'uranium, des choses qui auraient permis à la France d'être une nation développée, indépendante. Ça devait leur coûter trop cher de payer le pétrole ailleurs. Donc, la France tenait absolument à garder des colonies, à garder le contrôle. Ils peuvent avoir le pétrole gratuitement. Ils commencèrent d'abord une guerre au Nigeria en 1960, une guerre qui dura 10 ans. Ils fomentèrent la rébellion et la sécession de Biafra, qui se termina par 1 million de morts, notamment les enfants. Et c'était les nouveaux dirigeants nigérians s'étaient montrés vraiment solides. Ils résistèrent à cette rébellion et c'était la défaite des Biafrais en 1970. Et vous voyez que quand ils étaient déjà défaits là-bas, ils reviennent donc au Cameroun, qui était déjà une fédération camerounaise. Ils demandent maintenant à leur pion Ahidjo qu'il faut mettre fin à cette affaire de fédération, parce que nos intérêts, nous avons besoin de contrôler le pétrole qui se trouve en territoire anglophone.
Et par conséquent, il faut mettre fin à cela. C'est comme ça que d'une manière illégale, Aïjo organise ce référendum du 20 mai 1972 qui met fin à la fédération. Et commence alors, il recommence alors le même système, c'est-à-dire des gens, celui qui a le pouvoir contrôle donc les recettes fiscales et toutes les ressources du Cameroun. Et c'est là, dans cette notion de la mangeoire. Et c'est là, ils le font donc en usant de discrimination, de tribalisme. Aïjo, par exemple, était le calife, le roi, le tout-puissant. Même les anglophones, parce qu'au moment même où le Cameroun devenait une fédération, ils continuaient à réprimer, à tuer tous les résistants de l'UPC. Wandie Ernest était exécuté à Bafoussam en 1970, justement. C'était dans le règne de la terreur. Même les anglophones étaient terrorisés. Au moment même où ils mettent fin à la fédération, les anglophones étaient déjà terrorisés. Et qu'est-ce qu'ils font donc? Aïjo et les Peuls, on ne peut même pas dire toutes les tribus du Nord, sa tribu des Fulbe était devenue des tout-puissants. Tous ceux qui étaient des bergers, il les transformait en millionnaires. À l'époque, je me souviens très bien, étant très très jeune, pour être quelqu'un ou quoi que ce soit, il fallait avoir son Maguida, c'est-à-dire son nordiste, notamment son Fulbe. Les Fulbe étaient tellement tout puissants. Moi, je suis allé travailler à la banque, à la SCB, et j'avais été témoin de cela. Il y avait Moussa Yaya, le tout-puissant, qui envoyait seulement des notes écrites. Donc l'homme d'Aïjo, c'était Moussa Yaya. Il envoie une petite note au directeur général de la banque, comme la SCB, donner le crédit à tel Aladji. Sans aucun dossier, rien du tout, on débloquait de l'argent cash et on donnait à quelqu'un et la personne s'établissait comme un millionnaire et on continuait à décaisser comme ça. C'est comme ça qu'Aïjo avait installé le favoritisme en faveur des Fulbe. Bon, il y avait d'autres personnes qu'il choisissait, c'est lui seul qui choisissait qui voulait enrichir, mais c'était essentiellement des Fulbe. Et c'est comme ça que le tribalisme, après la domination coloniale, s'est installé. On utilisait les impôts des Camerounais, des fois pour quand les Aladji ne parvenaient pas à payer, on prenait un prêt de l'État et on remboursait les crédits et tout continuait. Et c'était la domination. Au niveau de ce que Biya fait aujourd'hui, ça se faisait l'utilisation du sexe pour soumettre les gens, pour être nommés. Il y a des gens qui donnaient leurs femmes aux Aladji qui étaient très friands des femmes, qui étaient très friands du sexe. Chaque Aladji avait des concubines partout dans toutes les villes du Cameroun. Et quand ils se déplaçaient dans leur boubou, ils sortaient toujours des liasses d'argent qu'ils distribuaient. Et pour être nommé quelque part, il fallait donner sa propre femme à un Aladji. C'était ça l'époque d'Aïjo. Beaucoup de gens parmi nous sont nés dans des familles comme ça, surtout, je me souviens, quand j'étais très jeune, l'un de mes cousins me conseillait de chercher aussi à être quelqu'un au pays, mais pour cela, il faut épouser une fille qui est bien introduite, qui a des Aladji.
Et il me disait fièrement, il m'avait présenté une fille comme ça qui était à l'université de Yaoundé avec nous. Il m'avait présenté une fille comme ça. Il dit, celle-ci, elle sort avec des ministres. Voilà celle que tu dois prendre une femme. Donc c'était ça la logique. C'était ça la logique à l'époque d'Ahidjo et au début de Biya. Quand Biya prend le pouvoir, c'est la même chose qu'il fait avec la SCB, là où j'étais témoin à la SCB. C'est la même chose, mais cette fois-là, comme Ahidjo utilisait Moussa Yaya, lui, il utilisait sa femme, Jeanne Irène. Et c'était des petites notes au directeur général de décaisser de l'argent, de donner à tel ou tel boulot, tel ou tel colonel, tel ou tel qui est ministre. Et comme ça, il a refait la même chose. Et c'est ça où nous arrivons aujourd'hui. Ajouté avec le satanisme de Biya, parce que la sorcellerie de Biya, maintenant, on en est à ce que les hommes eux-mêmes tendent leurs anus pour pouvoir avoir quelque chose. Sans compter donc, considérant donc que les impôts de tout le monde appartiennent au président, ils donnent donc ça à qui ils veulent. Et dans cette mafia-là, dans ce mauvais État qui est ainsi organisé, qui donne tous les pouvoirs à un individu appelé président de la République et qui utilise donc la mangeoire nationale, c'est-à-dire le bien de tout le monde pour distribuer à qui il veut. Aux élites, comme il les appelle, on est élite parce qu'il a signé un décret présidentiel pour vous nommer comme tel. C'est comme ça qu'en distribuant donc cela, il distribue ça, il travaille avec les commerçants qui ont d'ailleurs profité des biens des Grecs dans la période coloniale qui étaient partis. Cette distribution de la mangeoire, c'est ça la République du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Et chaque fois qu'on veut contester le pouvoir, tout comme à l'époque coloniale, les Français disaient que si nous partons, ces tribus vont s'entre-déchirer entre elles. C'est pour ça que la France ne doit pas partir. C'était comme ça là, la campagne des gens comme Louis-Paul Ojula. La même chose, c'est ça que les anciens militants du parti d'Ojula, qui sont mis au pouvoir par la France, appliquent. Toutefois qu'on veut contester leur pouvoir, ils enflamment des haines tribales, ils envoient des individus les plus bas qu'ils présentent comme des professeurs pour introduire des théories. C'est les Joseph Ouonas, l'un des auteurs même de la constitution de ce mauvais État, de cette mafia qu'ils appellent État, de Joseph Ouonas, son fils Mastias Ouonangini, les Hubert Mononzana, et qu'on sort des titres ronflants d'intellectuels. Mais quand on les voit réfléchir, on sent qu'ils n'ont aucune pensée, il n'y a aucune logique. Ils propagent la haine contre des ethnies, comme disait Camto, comme si des gens choisissaient où ils doivent naître. Des vieilles théories qu'ils sortent. Au Cameroun, il suffit seulement, tout ce que Biya veut seulement, c'est quelqu'un qui, comme Motazé, a une bonne éloquence et peut savoir mentir et peut savoir manipuler les mentalités pour pouvoir endormir les gens. C'est ainsi donc la société camerounaise ne connaît pas le tribalisme. Les Bamileke qui sont installés partout au Cameroun vivent en paix avec les populations. Je l'ai vu de moi-même à Ngoumou au début de 1990 quand ils avaient vu venir le SDF qui était populaire et consort. Ce qu'ils appellent les élites, là, les Tienen Sama et consorts, ils venaient dans ma petite bourgade de Ngoumou mener campagne que il faut maintenant, il faut être en alerte, il y a danger, danger, danger. C'est les gens qui sont des commerçants là et les autres
autres qui pressent l'huile, c'est-à-dire les Bamileke et les Bassa. Regardez très bien, c'est-à-dire qu'ils rappellent aux gens que c'était eux les maquisards, ils les appelaient les terroristes à l'époque, qu'il faut se méfier de ces gens-là, parce que c'est grave, ils sont en train de menacer de prendre le pouvoir bêtis. Et ainsi de suite. Ils battaient campagne comme ça. Ils avaient même une radio, la radio Centre, CRTV Centre, dans ses émissions Bebel et Bouk. Ils ont créé des milices tribales, Nkoulnam Café et consorts, pour préparer le génocide des Anglo-Bamileke si jamais ils prennent le pouvoir. Voilà où nous en sommes. Le régime Biya a toujours été dans cette logique. Il présentait les Anglo-Bamileke comme des Nigérians, des gens qui ne sont pas Camerounais et dont ils n'ont droit à rien. Voilà le régime. Pour conserver le pouvoir, ils doivent diviser. Mais pour le faire, ils ont besoin des idiots d'un autre côté, de l'autre côté, comme des Bamileke, comme des Sinjun Pokam, des Chandé Tomne, des journaux comme la Sainte Trinité, Nouvelle Expression, Le Messager à l'époque. Il leur fallait des gens comme ça qui puissent donner réponse pour qu'un tribalisme fictif soit toujours animé, afin qu'ils conservent leur pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Mais la lutte, c'est la mangeoire. Ils veulent conserver la mangeoire qui s'appelle la République du Cameroun. C'est ça que je voulais vous expliquer. C'est-à-dire, quand on parle de mangeoire, c'est un mauvais état. Aucun Camerounais ne veut plus de ce mauvais état. Vous laissez tromper par ces faux intellectuels qui sont d'un côté prônent le tribalisme contre les Bamileke et de notre côté d'autres qui disent qu'il faut tuer les Boulous, c'est-à-dire tous les Boulous là, il faut les tuer, il faut tuer les Bétis. Un tribalisme qui n'existe pas au Cameroun. Ne vous laissez pas tromper par ces faux intellectuels. Aucun intellectuel ne peut dire des choses comme ça. Ça ne donne aucun sens. Tous, ils sont au service du régime Biya. Ceux qui disent de tuer les Boulous, tout comme les autres qui sont du côté du Biya, qui appellent les Bamileke des cochons, des ceci et cela. Ils sont tous au service de Biya, qui veut une seule chose. Il craint une seule chose, c'est-à-dire l'union des Camerounais. Parce que une fois unis, les Camerounais peuvent les renverser comme au Burkina Faso, comme dans d'autres pays, en Tunisie et consorts. C'est ce qu'ils craignent le plus, le peuple uni. Donc, par conséquent, la seule réponse qu'on peut donner au tribalisme, à la tentative de diviser les Camerounais par le tribalisme, c'est plutôt de nous unir. C'est pour ça que nous, au CCT, dont je suis le secrétaire général, nous avons appelé tout le monde ambazonien, la BAS, le mouvement Ambas et d'autres organisations de la diaspora de nous unir. Parce que la diaspora est une grande puissance financière et stratégique qui peut faire des choses, notamment renverser ce mauvais régime, en finir avec cet État, ce mauvais État, la République du Cameroun, et créer un